Donc, je n'ai pas contribué, comme Alain, aux travaux de la commission France Ambition Transport. En revanche, le think tank TDIE, donc, est un think tank qui existe depuis 25 ans, qui est coprésidé par deux coprésidents avec une expérience politique, de préférence de couleurs politiques différentes, donc il est politiquement pluriel. Il regroupe des entreprises et des organisations professionnelles et des collectivités territoriales de différentes natures. Et il est donc intermodal. Ce n'est pas un lobby qui défend les intérêts du chemin de fer ou de la route ou autre chose. Et il s'efforce de réfléchir à long terme sur les politiques de transport. Donc, mon propos portera, et on m'a demandé d'intervenir en insistant quelque peu sur les questions du transport de marchandises, que effectivement je connais un peu moins mal que les autres. Et vous avez eu la gentillesse de signaler le livre sur la logistique que j'ai publié cette année, qui est un livre un peu d'initiation, enfin qui ne s'adresse pas à des spécialistes, mais au contraire à un grand public ou à des élus ou à des responsables qui ne sont pas des professionnels du secteur sur la logistique. Alors, image suivante, s'il vous plaît. Cela fonctionne? Oui, ça fonctionne. On peut avancer, s'il vous plaît. Alors, effectivement, comme Alain, je suis émérite, mais il y a une grande nuance dans notre jargon. Émérite, c'est pas honoraire. Honoraire, on est à la retraite. Émérite, on a encore le droit d'exister encore un tout petit peu en participant à des jurys de thèse ou des choses de ce genre. C'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, je crois qu'Alain et moi, on est des crocodiles qui n'ont pas envie d'arrêter de travailler, même si on le fait moins vite et moins intensément qu'il y a quelque temps. Vous voulez bien remonter, vous êtes allé un cran trop vite. D'accord. Ça prend un peu de temps, j'ai Ah oui, c'est l'impression. bizarre. Hop, hop, hop. Voilà, normalement. Ben là, oui, voilà. Donc, je vais, j'ai pas un temps infini, mais je vais d'abord rappeler quelques généralités sur les infrastructures et qui sont des êtres économiques spécifiques et qui s'inscrivent dans un temps très long, qui correspond mal avec le calendrier politique, évidemment, et c'est un des problèmes quand même auxquels, avec bien d'autres, la conférence qui vient de se tenir a été confrontée. Deuxièmement, les comptes de la Nation ou le rapport d'activité sur les transports publié chaque année, qui s'appelle plus la Commission des comptes de transport de la Nation, mais qui heureusement fait le même travail, nous permet d'avoir quelques éléments de cadrage sur le financement des transports, qui paye quoi, et je crois que c'est des ordres de grandeur qui intéressent tout le monde et que je m'efforcerai de rappeler rapidement. Et puis TDIE s'est efforcé, en liaison avec ses adhérents évidemment, et en s'efforçant d'en synthétiser les points de vue, de contribuer à la conférence Ambition France Transport par un cahier d'acteurs. Il y en a eu, je crois, 200, parfois émanant de très petites entités, parfois de beaucoup plus grosses, qui synthétisaient nos préoccupations, les préoccupations des membres du think tank quant aux questions de moyen long terme sur le financement. Et enfin, pour me focaliser un peu sur les transports de marchandises, je m'efforcerai de résumer et de commenter les travaux qui leur ont été dédiés dans le cadre de cette conférence, puisqu'il y avait un atelier numéro 4 qui s'appelait Report modal et transport de marchandises. Le désigner, mettre ainsi en avant la question du report modal dans son intitulé étant d'ailleurs un peu bizarre, et on verra que ce pari n'a pas été totalement tenu, fallait-il, mais bon, c'est pas forcément la faute du groupe, c'est peut-être une erreur d'affichage dont il n'était pas responsable. Enfin, je n'étais pas à l'intérieur et je ne trancherai pas cette question. Donc on peut passer au temps long des infrastructures, s'il vous voulez bien. Encore un pas en avant. Donc, je vais essayer de passer un temps court pour décrire le temps long des infrastructures. Là, vous avez 2 siècles d'histoire, pratiquement, celle du chemin de fer en France, depuis les toutes premières lignes
En haut et à gauche, c'est 1832. Il y a déjà Paris-Saint-Germain, il y a déjà quelque chose du côté d'Andrézieux, etc., dans la région lyonnaise. Je ne vais pas commenter tout ça, ce serait passionnant, mais on voit avec quelle rapidité nos ancêtres ont su financer, construire, réaliser, exploiter un réseau qui culmine il y a un siècle, avec l'image en bas, des deux images du bas, c'est celle de gauche, qui nous montre l'extrême finesse de couverture du territoire auquel accède le réseau ferroviaire français au sortir de la Première Guerre mondiale. On a des schémas un peu comparables dans les autres pays européens. Donc on dit à l'époque que tous les chefs-lieux de canton ont une gare, et c'est vrai que une sorte d'alliance politique entre les villes et les campagnes, etc., de la Troisième République avait parmi ses instruments et ses réalisations le chemin de fer. Quand on regarde la carte en bas et à droite, c'est l'état actuel du réseau. Pour dire les choses brutalement, c'est l'état de 1870 auquel on a rajouté, et c'est loin d'être négligeable, un super réseau, encore incomplet, de lignes à grande vitesse. Donc le chemin de fer a perdu sa fonction de couverture territoriale, et dans les années qui viennent, la question n'est plus tant de créer des nouveaux barreaux. Pour ma part, je pense que faire Bordeaux-Toulouse ne serait pas idiot, par exemple, mais on va pas. Le temps des 4 chantiers de TGV simultanés est derrière nous. En revanche, il y a une nécessaire remise en état du réseau existant. On parle couramment de dette grise, plus que remise en état, modernisation, d'autant que le changement du climat implique un renforcement de la résilience, pour employer les mots à la mode, la capacité de fonctionner convenablement dans des conditions climatiques inhabituelles jusqu'à aujourd'hui. En revanche, alors on ne va plus faire des belles grandes cartes avec des grands projets interrégionaux et interurbains. Les gros problèmes et les gros investissements, et c'est moins spectaculaire, c'est autour des nœuds du réseau que ça se passe. Et alors il y a le célèbre bouchon de Bordeaux, mais le contournement de Paris, mais Lyon aussi. Il y en a une dizaine comme ça. Et le projet de RER métropolitain, comme on les a appelés d'abord, donc les systèmes express régionaux métropolitains, qui ne seront pas exclusivement ferroviaires, il faut absolument qu'ils soient intermodaux et utilisent autant que possible les ressources du réseau routier qui sont grandes. C'est là qu'il y aura besoin de milliards et de milliards d'euros d'investissement dans les temps qui viennent. Donc on est en train quand même de vivre une période nouvelle qui ne ressemble pas à la glorieuse période de construction des lignes à grande vitesse en France, qui à mes yeux est un grand succès. L'image suivante nous raconte l'histoire, là aussi, alors elle est plus brève, elle commence pas en 1830, mais en 1960, de construction d'un réseau d'autoroutes françaises qui maintenant est à peu près complet. Alors il y a encore quelques petits morceaux ici ou là. Faut-il ou non faire le A69? Il y a encore sans doute des élargissements ou des contournements d'agglomération, mais là non plus, on n'est plus dans la phase glorieuse de construction. Les grandes dépenses, elles sont sur la rénovation, la mise en état du réseau non autoroutier qui dépendent de l'État ou des départements ou des communes. Hein. Au demeurant, il y a un chiffre qui me semble mal connu. Moi-même, quand j'ai fait le calcul, j'étais très surpris. Il y a beaucoup de polémiques sur 50 km d'autoroute entre Toulouse et Castres, construites en 10 ans, on n'en fait plus ailleurs. On construit en France 4 ou 5 000 4 ou 5 000 kilomètres de route par an. J'ai bien dit 4 ou 5 000 par an. Donc, je pense que l'enjeu de consommation du territoire, etc., etc., il est plutôt de ce côté-là, mais c'est évidemment plus difficile d'en faire un objet de cristallisation politique que sur ce petit bout d'autoroute. Voilà. Mais donc, on est là aussi dans une configuration nouvelle. On n'est plus dans la construction d'infrastructures de grande distance. On est dans la réparation de l'ancien qu'on a laissé se dégrader. Il ne faut pas que le réseau routier connaisse ce retard dramatique d'entretien qu'a connu le réseau ferroviaire et que depuis 20 ans, avec des efforts réels, on s'efforce de rattraper suite au célèbre rapport Vivier, etc. Donc, ceci pour dire le contexte dans lequel les questions de financement des infrastructures de transport
me semble se placer aujourd'hui beaucoup plus à l'échelle urbaine ou métropolitaine, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il faut se désintéresser du périurbain ni du rural, qui pose d'autres problèmes et passe par d'autres solutions, pas forcément de l'ordre des infrastructures du reste. Voilà, c'est une petite entrée en matière, un peu de recul historique. L'image suivante, donc quelques grands chiffres macroéconomiques. Image suivante, s'il vous plaît. Tout ça étant tiré, pour l'essentiel, d'un bilan, d'un document très facile à obtenir, le bilan annuel des transports, le dernier disponible de novembre 2024 et qui donc porte sur l'année 2023, mais qui nous dit des choses, à mon avis, très très intéressantes, que par exemple la dépense totale de transport, marchandises et voyageurs, tous modes confondus, etc., elle est de l'ordre de 18,5% du PIB. Donc on est là dans une fonction économique qui ne se réduit pas au secteur des transports. Attention, ça compte aussi le compte propre, ça compte aussi les investissements dans les infrastructures, dans le matériel de transport et autres, et la dépense d'énergie et d'autres consommations intermédiaires. Quoi qu'il en soit, la dépense de transport, c'est 500 milliards par an, et elle se répartit entre 85% de dépenses courantes et 15% d'investissements. Alors les investissements ne sont pas seulement les investissements ni de l'administration ni des entreprises de transport, puisqu'il y a aussi les investissements des entreprises qui se dotent de leurs propres moyens de transport. Ça ne comprend pas l'achat des automobiles par les ménages, qui ne se constitue pas, au sens de la comptabilité nationale, un investissement, mais qui sont évidemment considérables. Et quant aux administrations publiques, qui sont quand même un peu au centre des travaux de la conférence qui vient de se tenir, 34%, elles assurent 34% de la dépense d'investissement en général, et ça se répartit entre 34% à la route, 27% au rail et 35% au transport collectif. Et c'est des chiffres importants, parce que là aussi, il y a un décalage par rapport à l'image que beaucoup de citoyens s'en font, et même lors d'une audition à l'Assemblée nationale, j'avais vu que beaucoup de députés réputés s'être spécialisés dans les questions de transport ne connaissaient pas bien. Il y a dans ce rapport un graphique qui rappelle de 20 années de répartition des investissements publics entre les modes de transport. Il y a 20 ans, la route se taillait la part plus grosse. Et depuis, on a augmenté la part du rail, mais encore beaucoup plus. Et ça, j'avoue que n'en étais pas spécialiste, je l'avais mal mesuré, la part des transports collectifs urbains. Et autre vérité à ne pas oublier, sur les dépenses publiques, l'État ne paye qu'un tiers. Et les 2 tiers sont financés par les administrations locales. Alors je sais bien que les finances des collectivités territoriales sont largement alimentées par des dotations qui viennent de l'impôt du budget national, mais la dépense effective, elle est 1 tiers pour l'État, 2 tiers pour le local. Ça veut dire que si on veut des projets et voir dans certains domaines une planification, une coordination entre les échelons décentralisés et les échelons centraux s'impose. Voilà. Et quant aux infrastructures de transport, effectivement, elles représentent la part majeure des investissements des administrations publiques, avec environ 25 milliards d'investissements par an. Voilà, ces ordres de grandeur, je pense, certains d'entre vous les ont en tête. Moi, en toute modestie, je ne les avais pas très clairement en tête quand je m'y suis intéressé. L'image suivante, s'il vous plaît. Et ça, c'est la part des investissements en infrastructures de transport dans le PIB sur 30 ans. Et bien, on voit qu'on est passé de 1,2 à 0,8% du PIB. On a perdu 1 tiers de l'effort en investissement. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'on est doté, trop doté, pas assez? Mais toujours est-il quand même que je crois qu'avec 0,8%, on est plutôt dans la fourchette basse de la plupart des pays développés et qui tourne autour de 1%. Donc on investit peu, à mon sens, et notamment par comparaison avec les autres pays, dans les infrastructures, alors même que si les grands réseaux, j'ai montré les autoroutes et les TGV, ont fait l'objet d'investissements importants et on peut considérer qu'ils ont un niveau de couverture du territoire assez satisfaisant, on a des dépenses nouvelles de résorption de la dette grise, de remise en état, de modernisation, de résilience.
et de traitement des nœuds métropolitains et des transports métropolitains qui demandent beaucoup d'investissement. L'image suivante. Voilà, et donc, alors, qu'en est-il du budget public et de sa capacité à payer les dépenses de transport? Là aussi, on apprend des choses intéressantes. Alors, en termes de recettes, la liste est très hétéroclite. Il faut additionner les recettes des assises sur les produits pétroliers, notamment 32 milliards, c'est considérable. Mais on sait qu'avec l'électrification en cours du parc automobile, ces recettes sont promises à diminuer, voire un jour à disparaître. Et donc, il faudra trouver des recettes alternatives. Mais rapidement, je lis les taxes sur les assurances, les amendes, les immatriculations, etc., les recettes du transport aérien, les recettes de SNCF Réseau qui sont comptées dans ce total. Et n'oublions pas le versement mobilité, qui est une spécificité française pour financer les transports collectifs de voyageurs et qui se monte quand même à 11 milliards par an, qui est une taxe payée par les employeurs de plus de 11 salariés, je crois, y compris les administrations d'ailleurs, dans les périmètres qui sont habilités à les recevoir. Et du côté des dépenses, on a vu tout à l'heure quelles sont ces dépenses. Administration publique locale plus centrale, dépenses courantes 56 milliards, dépenses d'investissement 27, ça fait 83. Et donc si on fait les recettes moins les dépenses, 66 moins 83 égale 17. Donc contrairement à ce qu'on dit souvent, les transports ne sont pas la vache à lait du budget public, au contraire. Par contre, on a bien vu que parmi les recettes, c'est de loin la route qui est la contributrice la plus forte aux recettes de l'État. Et donc, il y a des transferts importants qui s'effectuent entre la route et les autres modes à travers les investissements notamment. Alors, cela étant, quelques bémols. Du côté des recettes, le rapport des comptes donc, ne comptabilise que les recettes spécifiques à la route, mais l'État reçoit d'autres recettes, mais au titre de la fiscalité générale qui touche le transport comme les autres secteurs, la TVA, les impôts sur les bénéfices, etc., etc. Et il va de soi aussi, enfin oui, il vaut mieux le dire, que parmi les coûts, on ne compte pas les coûts sociaux, les effets externes. Et TDIE, y compris Yves Crozet, je crois, qui avait diligenté ce travail, spécialiste que Alain Bonafous connaît bien, avait évalué en 2019 à quelques 59 milliards d'euros. Donc on est hors comptabilité sociale. Hein, voilà. Et alors, on parle beaucoup, et c'est normal, et TDIE a lancé une réflexion là-dessus il y a déjà 3 ans, justement pour la mettre dans le débat et pour que les réflexions sérieuses se construisent le plus tôt possible pour traiter d'un problème délicat. Les recettes des concessions autoroutières qui vont commencer à arriver en fin de concession au début des années 2030, donc ce n'est pas pour demain, mais pour après-demain, dans tous les scénarios, ne suffiront pas à combler les besoins de financement nouveaux qui pourraient advenir, puisque les recettes sont de 12 milliards et elles ne distribuent que 4 milliards de dividendes. Donc, a priori, si transfert il y a et les choix ne sont pas faits sur le mode de continuation ou non des concessions, leur formule et l'affectation de leurs recettes, il y a là beaucoup d'argent, mais il y a la réflexion sur l'avenir du financement des transports ne doit évidemment pas se limiter à ce problème au demeurant important et complexe. Voilà quelques images, donc des idées de cadrage. Je pense que ce n'est pas inutile pour voir dans quel contexte nous réfléchissons. Alors, très vite, le cahier d'acteurs, si vous le voulez bien, l'image suivante, que TDIE s'est efforcé de rédiger en réunissant et harmonisant, dans la mesure du possible, les points de vue de ses différents membres, qui sont encore une fois publics, privés, et de tous les modes de transport, et donc la diversité. Et notre raison d'être, c'est justement de dégager des intérêts collectifs et de les porter dans le débat public pour leur donner une certaine durabilité et l'inscrire dans une vision de long terme d'intérêt collectif. Donc, premièrement, il semble évident, mais la pratique budgétaire le dément, que l'ensemble du système de transport, et notamment pour ce qui est de la construction et l'entretien des infrastructures, a besoin de
de stabilité. Le stop and go quand il faut acheter du matériel ou le revendre l'année suivante ou embaucher des travailleurs et les licencier l'année suivante n'est évidemment pas un mode de gestion efficace. Donc il y a un coût caché considérable au retard, etc., etc. Donc premièrement, il y a besoin d'une vision long terme, alors même qu'on a des questions notamment budgétaires et de dette de court terme très, très, très pressantes. Donc je conviens volontiers que la solution de cette question n'est pas très facile. TDIE, l'ensemble de ses adhérents, pensent que, compte tenu de cette nécessité de long terme et d'une vision prospective et stratégique, il faut identifier des recettes dédiées pluriannuelles stables. Je rappelle que la loi d'orientation des mobilités, après des débats politiques, a été dotée d'un titre 1 qui prévoit précisément une programmation pluriannuelle des investissements, s'appuyant sur une réflexion de long terme, notamment du Conseil d'orientation des infrastructures, qui ne se substitue pas aux décideurs politiques, qui reste le Parlement, mais qui éclaire ses décisions. À ma connaissance, nous n'avons pas de loi de programmation pluriannuelle, la loi n'est pas appliquée. Quoi qu'il en soit, l'avis des acteurs du système, c'est que c'est tout à fait nécessaire. Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, compte tenu de leur part respective aux investissements, la planification nationale et la programmation décentralisée ou la planification décentralisée doivent être complémentaires et harmonieuses. À cet égard, la suppression par un amendement parlementaire à mon avis, c'est un avis personnel d'une médiocre qualité politique de l'Agence de financement des infrastructures de transport est fâcheuse. Et notre opinion, c'est qu'elle a, pour un coût très très limité, assuré un suivi, une visibilité et une continuité dans l'organisation de la dépense qui devrait être préservée dans les temps qui viennent. Nous avons appris, que le Conseil d'orientation des infrastructures poursuivait ses travaux, et c'est important. Et donc, je pense qu'il faut que, là aussi, c'est une manière de contribuer à donner de la rationalité et de la transparence et de la démocratie politique, appelons les choses par leur nom, aux options en matière d'investissement dans les transports. Car il faut évidemment choisir les bons projets et ne pas choisir les mauvais, ce qui n'est pas toujours une évidence politique. Je regrette pour ma part, je pense pas être le seul, que le sommeil il me semble percevoir du côté du secrétaire général à la planification écologique est extrêmement fâcheux. Je trouve que dans sa première phase, quand il avait été lancé par Elisabeth Borne, il avait fait un travail remarquable de prospective intersectorielle. Nous avons déjà des projections sectorielles pour les transports de plus ou moins bonne qualité, d'assez bonne qualité, mais quand il s'agit notamment d'affecter les fonds publics, mais aussi de répartir les ressources rares, par exemple les biocarburants, que tout le monde voudrait pouvoir utiliser et qu'en plus ils soient bon marché. Or, ils ne sont ni abondants ni bon marché. Eh bien, le secrétaire général de la planification écologique avait fait précisément un bouclage intersectoriel qui posait bien où sont les problèmes et les difficultés à trancher. Je crois que ce serait dommage de se priver de cette intelligence qui devrait ensuite effectivement éclairer des décisions et des actions dûment programmées et mises en œuvre. Autre idée qui n'est pas très originale, elle rejoint sans doute ce que disait Alain Bonafous tout à l'heure. À la fois, on a une rareté des finances publiques, même si on a un taux de prélèvement obligatoire champion d'Europe. On a par contre une épargne privée importante. Eh bien, il faut effectivement trouver les moyens de mobiliser cette épargne et qui, plutôt que d'aller investir aux États-Unis, contribue à financer des investissements utiles dans notre pays. Alors, on voit de la part de différents acteurs, et notamment des acteurs de la logistique, explicitement la demande d'une planification. Donc, pas du tout le laisser faire, laisser aller, notamment pour des raisons d'accès aux ressources foncières indispensables. La logistique, c'est des entrepôts aussi, et du transport, bien sûr. Alors, les entrepôts ne sont pas forcément les bâtiments dont l'architecture est la plus belle.
Et en plus, comme ils concentrent des flux inévitablement de véhicules, ils n'ont pas toujours une grande popularité auprès des riverains. Pour autant, ils sont indispensables et il serait mieux de les intégrer correctement dans l'organisation du territoire que de laisser faire les choses au hasard des opportunités ou des faiblesses politiques ici ou là. Et donc, il y a clairement, de la part des professionnels, la demande d'une politique d'aménagement qui identifie clairement des priorités, des sites stratégiques à protéger, etc. Voilà. Et enfin, n'oublions pas la dimension européenne. On n'en a pas parlé jusqu'alors, mais les grands réseaux européens font l'objet d'une directive qui a été rénovée récemment et avec un noyau central et un noyau complet et certains projets. Alors Alain Bonafous déplore la construction du canal Seine-Escaut, mais il est sûr que sans les financements européens, il aurait peu de chances d'être construit. Donc il faut qu'on intègre à notre réflexion les réseaux européens. Voilà, puis j'en ai fini avec les 3 premiers points de mon intervention et je vais m'efforcer de rendre compte de donc la réflexion sur les marchandises de l'atelier numéro 4 de la conférence, avec l'image suivante, s'il vous plaît. Donc, encore une fois, son intitulé, c'est moi qui l'invente, hein, c'est Report modal et transport de marchandises. Et je vais être un peu critique là. Alors même que c'est mis en avant dans son intitulé, le groupe ne consacre que quelques lignes. Je les ai à peine résumées là, et si vous vous reportez à l'original, vous verrez que je n'ai pas fait de trahison intellectuelle. Sans en donner les chiffres d'ailleurs, le groupe considère comme acquis le fait que la part notamment du chemin de fer en France est faible par rapport à ce qu'elle est chez nos voisins. En effet, chacun le sait. Et on attribue l'explication aux problèmes de qualité de service, de rigidité d'organisation du chemin de fer, à l'inverse, la flexibilité, la ponctualité du mode routier répond à toutes les demandes, notamment aux exigences du juste à temps, etc. Tout ça me semble exact. Mais pourquoi ces arguments ne sont-ils pas vrais en Suisse ou en Allemagne, nos voisins immédiats, où le chemin de fer fait 2, 3 fois plus en proportion de tonnes-kilomètres que dans notre beau pays. Donc, je pense que l'explication de la faible part du chemin de fer en matière de marchandises en France, effectivement 9% des tonnes-kilomètres, alors que la moyenne européenne c'est 18%, elle a des explications multiples. Malheureusement, il faut régler à la fois plusieurs problèmes. S'il y avait un seul problème, ce serait facile, mais et là j'en ai fait une petite liste de questions. Est-ce que c'est les sillons? Est-ce que c'est le gabarit sur certains itinéraires? Est-ce que les chantiers de transport combinés sont trop petits? Est-ce qu'on retarde, la plateforme 4F l'avait bien dit, la mise en œuvre de techniques bien au point, coûteuses à investir, mais source de gains de productivité considérables, l'attelage automatique des wagons, le RTMS, etc., la commande centralisée du réseau. Productivité et coût, je crois qu'Alain Bonafous en a parlé avec assez d'éloquence, j'y reviens pas. De prix, de politique commerciale, de relations entre chargeurs-transporteurs, etc. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent sur un diagnostic sérieux du partage modal et des leviers d'action pour un transfert modal, un report modal, qui, je pense, aurait dû trouver des éléments de réponse, puisque cet atelier réunissait beaucoup de professionnels du secteur. Alors, est-ce qu'ils sont restés muets? Est-ce qu'ils n'ont pas voulu en parler? Pour ma part, j'avais fait la même remarque à l'occasion de de la stratégie de relance du fret ferroviaire, qui répondait à une commande, si j'ose dire, de la loi d'orientation. La loi spécifiait qu'une telle stratégie devait s'appuyer sur des données chiffrées. Et bien, si vous lisez les 72 propositions et le diagnostic de la stratégie de relance du fret ferroviaire, il n'est pas question de productivité, il n'est pas question de coût, il n'est pas question de prix, il n'est pas question d'indice de performance, il n'est pas question de données chiffrées de comparaison avec nos voisins. Voilà, donc cette façon de travailler sans données sérieuses, sans effort de mesure ou de calcul, me semble dommage. Voilà.
Alors, pour autant, cet atelier n'a pas mal travaillé. D'ailleurs, je ne suis pas l'arbitre des élégances, hein, mais par exemple, à son actif, il a insisté sur le fait que le transport de marchandises, désormais, ne se comprend plus sans l'inclure dans une activité logistique plus vaste, plus composite aussi, mais qui notamment a besoin d'infrastructures nodales et pas seulement linéaires, donc des gares, des ports, mais aussi des plateformes logistiques, des chantiers de transport intermodal, et donc une inscription différente dans le territoire de ressources foncières dont j'ai déjà un peu reparlé. Il a aussi insisté sur la nécessité pour verdir la flotte des véhicules, sur les investissements indispensables en termes d'équipements de recharge électrique des poids lourds en l'occurrence, et des VUL, puisque c'est de fret que l'on parle ici. Image suivante, s'il vous plaît. Alors là, je reprends les évaluations établies par l'atelier. Je pense qu'ils ont fait le tour des différents secteurs, des différents acteurs, et s'efforcer de dégager des besoins exprimés. Alors, j'ai bien dit besoins exprimés, ça ne veut pas dire des besoins effectifs, ça ne veut pas dire que je ne me prononce pas ni l'atelier sur la pertinence de ces besoins exprimés. Bon, il faudrait bien sûr à chaque fois y regarder de près. Mais, et je ne vais pas relire tous les chiffres que vous avez sous les yeux, étrangement, le rapport ne fait pas l'addition. Donc on a des chiffres fluviaux, ferroviaires, routes, infrastructures nodales, vertissements et bornes de recharge, mais l'addition n'est pas faite. Moi, je l'ai faite parce que je sais faire des additions, et on arrive à peu près, parce qu'il y a il y a des, il y a des fourchettes parfois, donc j'ai pris la valeur moyenne des fourchettes. On a environ 22 milliards d'investissements souhaités d'ici à 2032, soit environ 3 milliards par an. Et il s'agit d'investissements spécifiques au fret. C'est-à-dire que s'y s'ajoutent bien sûr ces investissements aux investissements dans le réseau routier général, dont le fret est un des gros utilisateurs, et au réseau ferroviaire général également. Une autre remarque d'ailleurs au passage, c'est que dans ces dépenses, vous voyez qu'il y a entre 2 et 5 milliards de verdissement du transport routier selon SGPE, dans l'hypothèse que 50% des poids lourds vendus en 2030 seraient électriques, et environ 3 milliards et demi pour la construction des bornes de recharge. Et je dis ça de façon un peu ironique, ou taquine, dirais-je. Verdir le transport routier, je pense que c'est tout à fait une très bonne idée, mais et y consacrer 3 à 6 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent, mais c'est sans doute inévitable. Pour autant, est-ce que ça contribue au report modal? Mieux on aura une route verdie, et je le souhaite, et davantage on affaiblira les arguments du report modal vers le chemin de fer ou vers la voie d'eau, qui sont plus vertueux sous l'angle environnemental. Bon, ceci est une remarque au passage. Et enfin, et je m'arrête, ces dépenses-là, quel effet auront-elles sur le report modal? Quels sont les mécanismes qui viendraient infléchir l'arbitrage des chargeurs entre les modes ou des transporteurs intermodaux entre les modes? Ça, je ne le sais pas, ça n'est pas dit dans le rapport. Et je crois, dernière image, s'il vous plaît. Alors, dans ce rapport, est très rapidement passé la question des recettes nécessaires et réaffirmer le besoin d'une programmation pluriannuelle qui me semble évidemment pertinente. Il y a une énumération des recettes liées aux infrastructures linéaires, la TICPE, les marchés des émissions, des permis d'émission du système européen, les péages, on en a déjà parlé, mais il n'y a pas de réflexion particulière là-dessus, ce qui est assez normal. Je veux dire par là que c'est des sujets qui sont traités dans d'autres ateliers, et donc là, c'était plutôt pour rappel qu'une valeur ajoutée propre à l'atelier, ça n'est pas une critique de ma part. Et enfin, je crois que c'est les dernières images. À ces questions d'intervention financière,
l'atelier rajoute quelques mesures non financières, hein. La responsabilité des chargeurs qui s'engagent à réduire l'empreinte carbone de leurs produits et des services qu'ils utilisent, le rôle de la commande publique, les questions cruciales de formation, la tarification des livraisons du commerce en ligne, qui renvoie un peu à la question que le responsable des transports de Montpellier soulevait avec les problèmes de livraison urbaine, le maintien de l'AFITF qui a déjà été demandé par ailleurs, la question de la planification locale pour assurer un accès au foncier logistique indispensable. Sinon, on va localiser les entrepôts ailleurs qu'à l'endroit optimal. Donc on va allonger les distances et accentuer les émissions, les consommations d'énergie. Et là aussi, le demande d'un schéma directeur national pour les installations massives, euh, tant linéaires que nodales, intéressant le transport de fret et la logistique. Voilà. Donc, j'ai rendu compte, je pense de façon euh, honnête, des travaux de cet atelier intéressant avec ses faiblesses, mais aussi ces éléments de référence qui me semblent très importants d'avoir en tête. Et je n'ai pas besoin de m'étendre sur la situation politique actuelle et quelle traduction politique l'ensemble des travaux de la conférence connaîtront-ils. J'ai vu qu'on parlait d'une loi cadre ou d'une loi pluriannuelle, puis après ça devient une loi principielle, très, très belle productivité de vocabulaire. Tout ça me semble encore pour l'instant très, très incertain. Puis quelques investissements, quelques références, et notamment les sources. Le travail, je souligne, le travail de Yves Crozet, qui a lancé la réflexion, et du groupe qu'il a animé sur l'issue des concessions du système autoroutier, ce bilan annuel des transports qui me semble un document très solide, le travail aussi animé dans le cadre de TDIE, comme celui de Yves Crozet, de Thierry Dallard, sur comment financer, quels sont les véhicules de financement pour réaliser les investissements nécessaires, qui me semble aussi un élément important. Et puis voilà, et puis le travail évidemment de l'atelier numéro 4 dont je me suis efforcé de rendre compte. Voilà pour faire vite quelques éléments de cadrage, je crois, euh, concernant cette conférence, ces débouchés que nous attendons, et avec un approfondissement quelque peu des questions propres au fret et à la logistique. Et je peux m'efforcer de répondre à vos questions s'il en est.